Bonsoir Bastien. Bonsoir Flavie, bonsoir le public. Bonsoir le public. Comme on ne nous voit pas, je précise que Bastien a une jolie chemise un peu hawaïenne. Oui, c'est surtout la négligence, on appelle ça comme on veut. Aujourd'hui, chers amis, émission sur des sujets pétillants sur l'actualité et les diverses mondanités de notre monde. Celle-là, je n'avais pas réfléchi en plus. Donc, premier point, on va travailler sur l'affaire Kohler, ou Kohler, comme vous voulez. Ensuite, sur la commission sur l'audiovisuel public et notre belle démocratie. On traitera ensuite les affaires concernant Boualem Sansal et les éditions, j'allais dire Gallimard. Oui, c'est Gallimard. Oui, Grasset, non Gallimard. Grasset. Enfin, plutôt Grasset. Surtout Grasset. Et enfin, on fera un point qui va durer à peu près 30 secondes sur l'Iran, parce que, comme dirait l'autre, nous, plutôt que de dire n'importe quoi, on préfère se taire. Donc, concernant notre cher Alexis Kohler, je vous fais un petit point. Oui, d'accord, je vais l'appeler jusqu'à la fin de la vidéo, on va l'appeler Hans Kohler. Bref, donc pour Hans Kohler. Non, c'est juste une blague qui n'est pas drôle. Mais on va commencer déjà par présenter le personnage. Donc, pour faire simple, c'est un énarque qui a été dans divers gouvernements, qui a travaillé pour divers gouvernements, soit au sein d'administration centrale, soit au sein de cabinets ministériels. À partir de 2014, quand Macron est nommé ministre de l'économie, il devient secrétaire du ministère de l'économie. Puis après, quand Macron devient président de la République, il devient secrétaire général de l'Élysée. Et avant ça, il était... Alors, je vous sors mon petit papier magique à l'agence des placements... Pas secrétaire tout seul, évidemment. Voilà. Et avant ça, il était à l'agence des placements de l'État. Mais avant tout, je vais faire un petit propos liminaire. Dites-vous que Kohler, en fait, est un ancien pote de boisson d'Édouard Philippe quand ils étaient jeunes, et que deuxièmement, ils ont été tous les deux aux Jeunesses Rocardiennes. Gardez ça en tête, ce sera utile pour la suite de l'émission. Donc, pour commencer, Alexis Kohler, il est, par des liens familiaux, en lien avec l'entreprise MSC. Bon, c'est de la logistique et du fret maritime, très simplement. Également, un très gros groupe. Très gros groupe. Franco-italien. À l'origine, il était haut fonctionnaire à l'APE, donc c'est l'agence des placements de l'État. Il était également administrateur des chantiers STX du Havre et au conseil du grand port maritime du Havre. Et en même temps, MSC avait des activités au port du Havre. Voilà, bon, déjà vous commencez à sentir venir l'embrouille. Ensuite, donc, on va se placer par rapport à la période où tous ces événements ont eu lieu, c'est-à-dire entre 2009 et 2012, vous avez eu des petites choses qui ont été bien sympathiques, et même jusqu'en 2014, mais bon, vous comprendrez plus tard pourquoi je fais la distinction. Tout d'abord, en fait, quand Kohler était à l'APE, à l'Agence de participation de l'État, il avait deux supérieurs, alors Bruno Bézard, alors désolé si je le prononce mal, mais voilà, et un certain Jean-Luc Comelli. Alors, pour faire simple, ces deux-là ont été pris dans l'affaire avec Kohler pour prise et complicité illégale d'intérêt, car ils ont empêché la transmission de l'information concernant Kohler, qui a fait que ce dernier ne s'est pas retiré du fait de ses liens familiaux des différents projets. Alors, juste ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Luc Comelli, c'était un ancien directeur de cabinet de Michel Charasse, qui était un ministre de Mitterrand. Et c'était également le conseiller de Macron jusqu'en 2020. Vous voyez, comme ça, tout ce petit monde se connaît, c'est sympathique. Également, vous avez un phénomène qui est assez marrant, c'est que le 22 octobre 2022, vous avez eu la mise en examen sous statut de témoin assisté de Kohler pour trafic d'influence et prise illégale d'intérêt. Donc là, c'est les dernières nouvelles qu'on a en cours. En 2018, en fait, il y avait un dossier de Mediapart qui était sorti et qui avait rendu possible une enquête préliminaire qui elle-même a été relancée par la FIC par Anticor, parce que cette enquête on a essayé de l'étouffer. Donc Anticor se constitue partie civile, donc ça leur permet de saisir automatiquement un juge d'instruction. Mais là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est que
on arrive à ce moment-là au fait que c'est bizarre. Tout le monde se connaît dans cette affaire. Les déclarations hiérarchiques n'ont pas été faites pour signaler des possibles, comment dirais-je, déports. C'est ce que les fonctionnaires appellent un déport, c'est quand vous êtes considéré par un dossier sur lequel vous avez des intérêts, on vous met à l'écart. Le déport n'a pas été effectué. Kohler avait des liens hiérarchiques avec des gens qui étaient eux-mêmes des conseillers de Macron ou qui deviendront des conseillers de Macron. Tout ça au Havre, d'Édouard Philippe, qui deviendra son Premier ministre. Enfin bref, vous voyez un peu le paysage. Le fait est, c'est que, oui, je parle très bien la France. Les faits du dossier, c'est que Kohler d'après Kohler, ça c'est son argumentation, il n'a pas fait d'acte positif de dissimulation concernant ses liens avec la famille qui gère MSC. Mais le départ de l'affaire, ça a été l'affaire MSC, Chantier Naval et STX, au Havre. Le fait est, c'est que concernant l'enquête, le PV d'instruction et la conclusion de l'instruction, ils ont bien révélé les liens familiaux, que ces liens familiaux n'ont pas été transmis aux fonctionnaires à Bercy, et que la procédure aurait été bloquée par monsieur Bruno Bézard et Jean-Luc Comelli, que je vous ai cité précédemment. Ces mêmes personnes qui sont en lien et qui seront en lien plus tard avec Macron. Bien. Donc, on a les preuves qui ont été révélées par Mark Endeveld dans son ouvrage L'Emprise, que des mails ont bien été envoyés, que Kohler était parfaitement au courant, et que, contrairement à ce qu'il affirme, et ce qu'il a affirmé plusieurs fois et ce qu'il continue à affirmer, il était tout à fait au courant et que le conflit d'intérêts et la prise égale d'intérêts n'ont pas été signalés. Vous avez eu quelque chose d'assez marrant, c'est-à-dire que jusqu'en 2014, Kohler gère son petit tontouin, il est très heureux, et puis en 2014, quand Macron est nommé ministre de l'économie, il devient secrétaire de Macron. Donc vous êtes en train de vous dire, c'est bizarre quand même qu'un ministre de l'économie récupère un type comme ça qui déjà a des liens dans des dossiers qui sont un peu louches, mais d'après ce que j'ai pu lire, et d'après ce qui a été rapporté par Mark Endeveld, Macron et Kohler se seraient connus à Bercy. Donc ça expliquerait leur prise de contact. Pour faire simple, leur binôme fonctionne de la sorte, c'est que Macron c'est l'apparence et Kohler s'occupe du sérieux. Ouais, parce que Kohler il a un peu une sale gueule. Et par contre, il a pas besoin de la ramener, il bosse, il fait pas du show. Donc ils sont complémentaires. Donc, comme je vous l'ai signalé, cette affaire éclate en 2018. Vous avez immédiatement une lettre de Macron et de Serge qui est envoyée, une lettre de Macron en 2017 qui est envoyée à Serge Tourner, qui était le juge de l'enquête financière concernant la finance de campagne de Macron. Vous avez également eu des dossiers qui, soi-disant, étaient à la traîne, soit ont été difficilement transmis, soit des pièces ont été perdues, enfin bref, quelque chose de, bien évidemment, totalement fortuit. Mais en 2019, ce qui se passe, c'est que l'enquête préliminaire, vous avez un rapport provisoire. Ce rapport provisoire est rendu, mais vous avez un appel de la hiérarchie. Appel de la hiérarchie pour modifier le rapport. Déjà, c'est quand même plutôt bizarre. Et en plus de ça, ils reçoivent une lettre d'Emmanuel Macron, mais qui n'est pas signée de l'Élysée, qui est seulement signée d'Emmanuel Macron, pour leur dire, grosso modo, oui, j'étais au courant pour Kohler, vous n'avez pas besoin de mettre ça dans le dossier, tout est bon. À part qu'ils ont quand même continué. Donc, le parquet national financier fait son boulot, il y a une clôture d'enquête, et en fait, en 2019, le parquet national financier était en période de vacances, c'est-à-dire que la présidente du parquet national financier était renouvelée, donc il y a eu une période de plusieurs mois durant laquelle il n'y avait plus personne. Donc, ça passe sous le tapis. Mais en 2020, vous avez Anticor qui ressaisit la justice et qui demande à ce qu'un juge d'instruction soit nommé à titre de partie civile. Et à ce moment-là, sans Anticor, l'affaire aurait été mise sous le tapis. Donc là, on est au parquet général de la Cour d'appel. Concrètement, on est sur un statut de faveur d'Alexis Kohler entre 2009 et 2012 qui a été constaté. La cassation a dit que concrètement, concernant la prescription et le renvoi du dossier devant le juge, c'était à déterminer. Donc, vous comprenez que ça traîne quand même depuis plus de 10 ans et qu'étrangement, à chaque fois, soit le dossier finit sous le tapis, soit quelqu'un intervient, ce qui est quand même plutôt bizarre. Mais bon, là où je voulais en venir, c'est que concrètement, Kohler, comme secrétaire général de l'Élysée, encore une fois, je ne répète que ce qui a été mis par Endeveld, ce qui a été rapporté par la presse, le rôle de Kohler comme secrétaire général de l'Élysée, ça a été de mettre en place et sur le plan politique et administratif toutes les décisions et l'ensemble de la politique de Macron passait par lui. Alors, je vous donne les sujets sur lesquels il était le plus placé. L'armement, la géopolitique, les dossiers stratégiques, les affaires économiques et les affaires avec le Liban.
en sachant que MSC a des liens au Liban. Donc, ça vous rappellera une explosion qui a eu lieu au port de Beyrouth et une intervention plutôt rapide de Macron dans ce sens-là. De même, il y aurait, alors je dis bien il y aurait parce que je n'ai pas trouvé de document officiel à ce sujet-là, mais ça a été rapporté dans plusieurs autres documents, une affaire d'enquête préliminaire pour trafic d'influence, une autre, elle-même sur Kohler, concernant Veolia. Donc, à ce moment-là, vous avez eu ces petits problèmes qui ont été révélés. Le problème étant, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est qu'au moment où vous avez les comptes de campagne de Macron qui sont évalués, on se rend compte que le juge Serge Tourneur, qui s'occupe de l'enquête financière de la campagne en 2017, constate des financements illégaux du fait des cabinets de conseil, McKinsey, j'en passais des meilleurs. Le problème étant, c'est qu'il semblerait que l'agence de communication Arras, qui elle-même était proche d'Alexis Kohler et elle-même proche de la banque dont est proche MSC, aurait créé une espèce de petit réseau informel autour de ça. Encore une fois, je ne dis pas qu'ils l'ont créé, je dis que c'était des gens qui se connaissaient entre eux, qui ont travaillé entre eux et qui pourraient avoir commis des infractions, mais encore une fois, je ne suis pas juge, donc ils sont présumés innocents. Bon, une fois que j'ai dit ça, vous allez vous dire qu'est-ce qui va me balancer encore comme singerie, l'autre espèce de dégénéré. Mais c'est pas fini, les enfants. Parce qu'entre 2016 et 2017, on s'est rendu compte de quoi? C'est que Kohler, il est sorti de la fonction publique, mais en fait, il a rejoint MSC Croisière en tant que directeur financier, qui en fait était c'est juste une filiale du groupe MSC. Bon, c'était quand même payé 28 000 € par mois, faut pas déconner. Et ben à ce moment-là, on s'est rendu compte de quoi? C'est que Kohler, il a participé à créer tous les comités de travail et tout le programme économique et politique de manière générale de Macron pour la campagne de 2017. Donc c'est quand même bizarre, ça fait un peu un emploi fictif, vous trouvez pas? Enfin bref, je dis ça. Après ça, vous avez eu un pacte de gestion qui s'est mis entre Kohler et Macron, c'est simple. Macron s'occupe de la com et Kohler s'occupe de l'industrie, des nouvelles technologies et de tout ce qui est stratégique. Jusque-là, on est bon. Et vous allez vous dire, mais pourquoi je vous parle autant de stratégie et d'industrie? C'est que, par exemple, dans le cas de l'affaire Renault-Nissan, c'est Kohler qui a acté le doublement des votes pour autant de titres détenus de la France, ce qui a entraîné la guerre économique avec le Japon, l'emprisonnement de Carlos Ghosn, et Carlos Ghosn qui lui-même est en réseau économique avec un parent de Brigitte Macron, qui elle-même a un lien de parenté avec le plus gros fournisseur concessionnaire d'automobiles du nord de la France. Et là, vous êtes en train de vous dire, c'est bizarre, tout le monde se connaît. Oui, d'accord, mais enfin, ça, que tout le monde se connaisse, oui. C'est sûr. Après, que c'est une explication, je ne vois pas le rapport entre Carlos Ghosn, pour le coup, et... Non, c'est qu'en fait, pour vous expliquer, Macron, de par sa super stratégie économique qui a été validée par Kohler, ont brisé le partenariat commercial Renault-Nissan, qui ont ensuite causé des problèmes tant politiques, géopolitiques et économiques avec la France. Donc bon, comme dirait l'autre, derrière tout problème, vous avez un Kohler. Bref. Ensuite, vous avez eu un autre phénomène, mais qui, cette fois, a lieu plutôt dans des rapports inter-entreprises. Je m'explique. Quand vous aviez le port du Havre, la société STX MSC, dans le cadre du chantier de l'Atlantique, en fait, elle avait besoin d'un refinancement. À ce moment-là, vous aviez une société italienne qui s'appelait Finanziare, qui était partante pour faire le truc. Donc, l'État commence à signer le deal, etc. Macron est nommé ministre de l'économie. 2 minutes, et immédiatement après, il va sur le chantier, il dit « Ouais, mais il faut qu'on renégocie l'accord, etc. » Bon. Et là, vous vous dites, c'est bizarre, mais donc attends, mais Macron, qui est l'assistant de Kohler, lui-même qui a des liens avec MSC, mais MSC qui risquait de perdre le contrat, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai aucune idée, mais bon, ce sont des suppositions. Hein. Le fait est, c'est que MSC accepte de revenir à la table des négociations pour une seule et bonne raison, c'est qu'en fait, dans le cadre de ce contrat avec les chantiers de l'Atlantique, l'État offre des garanties financières qui sont assez énormes. Donc, vous voulez écarter Finanziare. Ce qui fait, c'est que à ce moment-là, Finanziare se retrouve sur le carton, MSC récupère la part du contrat et les avantages qui vont avec. Mais c'est pas tout. Vous avez eu une autre affaire, c'était avec MSC Logistique, qui comprenait des avantages de l'État et des possibilités de crédit facile, et la branche logistique de Bolloré en Afrique. Parce qu'en fait, MSC Logistique a été favorisé par l'État par rapport à Bolloré Logistique, ce qui fait que Bolloré Logistique s'est en partie cassé la gueule. À ce moment-là, on est en 2017 et ça a duré jusqu'en 2021. Vous avez la fin du soutien de l'État à la logistique Bolloré et Kohler, qui est toujours dans les parages, qui lui est plutôt partisan de MSC. Ce qui fait qu'ensuite, Bolloré vend à bas prix la gestion de ses parts, d'accord,
à CMA-CGM. Vous allez me dire, mais ça n'a aucun rapport. Si, parce que CMA-CGM récupère une partie des activités uniquement en Afrique, mais MSC récupère toutes les négociations et tous les accords exclusifs partout dans le reste du monde. Et là, vous êtes en train de vous dire, bingo! Le fait est, c'est que ça a été racheté à 5,7 milliards à Bolloré, ce qui est beaucoup trop élevé pour la valeur vénale que ça avait réellement. Je vais terminer là-dessus. C'est qu'après, immédiatement après ce petit deal, CMA-CGM a pu augmenter ses parts dans Air France, ce qui est contrôlé, hein, je vous dis, c'est pas la foire d'empoigne, et récupérer des activités hors Afrique de Bolloré Logistique. C'est quand même beau. Hein. Ensuite, vous avez un dernier phénomène assez marrant, ça concerne la Société Générale. Encore une fois, je n'accuse personne, je rapporte juste des faits de Mark & Develde et qui ont été partagés par la presse. La Société Générale, c'est la banque de MSC, d'accord? Et Alexis Kohler, en fait, est embauché par eux. Mais le fait est, c'est que durant l'enquête, il y a eu beaucoup de problèmes pour accéder aux données, aux dossiers. Mais bon, voilà. Le fait est, c'est que vous avez des mails qui ont été ressortis par Mark & Develde qui montrent que Kohler doit activer. Enfin, c'est un mail qui a été envoyé à Kohler, un mail qui a été envoyé par Pierre Moscovici qui lui disait « Il faut que Kohler active ses réseaux à la Société Générale ». Et vous dites « Mais c'est quoi ce bordel ?» Eh bien, c'est qu'en fait, la Société Générale a financé ensuite les paquebots MSC pour 200 millions d'euros, toujours dans le cadre de cette affaire au port du Havre. Ouais. Donc, encore une fois, je ne l'accuse pas, je dis juste que vous retrouvez systématiquement les mêmes personnes, les mêmes réseaux, les liens, et cette affaire qui traîne depuis plus de 10 ans. Et à chaque fois, ça a été uniquement relancé par Anticor, qui a fait prévaloir son statut d'association à but non lucratif d'intérêt général. Sans ça, ça aurait été à la poubelle depuis longtemps. Voilà, voilà. Oui. C'est ce qu'on appelle en fait quand même le pantouflage, c'est-à-dire que profiter de ses positions politiques pour faire des affaires et profiter de son statut dans les affaires pour entrer en politique. C'est un cercle sans fin. Et lui en a fait une œuvre d'art, oui. C'est quand même du beau travail. Et encore, on ne sait pas tout, parce que là, actuellement, il y aurait des soupçons concernant les liens entre les Kohler, le port du Havre, MSC et l'accord Mercosur. Mais là-dessus, je n'ai pas trouvé grand-chose de probant. Alors, si Mark & Develde nous écoute, merci de bien vouloir écrire un nouveau livre, L'Emprise, volume 2, pour que je puisse pomper les 3/4 d'informations dessus et ne pas trop me fouler. Et pourquoi ça s'appelle l'emprise? C'est l'emprise de Kohler sur... C'est l'emprise des grandes sociétés, des grands groupes, etc., sur les structures de l'État. C'est un peu l'un des grands thèmes du livre. C'est qu'en fait, sous Macron, le système de pantouflage a vraiment été généralisé, que ce soit avec les cabinets de conseil, les partenariats stratégiques, etc. Ça a été poussé à un niveau incalculable, ce qui peut vous étonner, parce que depuis 2026, ils vous parlent en permanence. Oui, on va faire de la souveraineté numérique, de la souveraineté énergétique, etc. Oui, mais il a fait l'inverse pendant plus de 10 ans. Donc, oui, parce que l'emprise, ça dépend dans quel sens. Si en effet tout ça c'est de la stratégie et qu'il y a aussi une emprise de l'État et que c'est tout ça dans l'intérêt de la France, pourquoi pas? Sauf que c'est pas du tout le cas en fait. C'est vraiment l'emprise du privé sur le politique, avec des intérêts quelquefois extrêmement personnels et confus d'ailleurs au niveau de l'intérêt des intérêts purement de l'État et de la population, enfin, de l'État, on va dire, l'État et de la France. Non, mais concrètement, c'est encore une fois, je vous dis, les enquêtes pour prise illégale d'intérêt, pour corruption, pour enfin voilà, elles traînent, ça dure des plombes. Kohler sera bientôt littéralement hors jeu parce que il a déjà quitté le secrétaire général de l'Élysée, il est dans une banque. Il y a de ce que j'ai lu, il aurait préféré être à la présidence d'une autre banque ou de la Caisse générale des dépôts et conciliations, mais ça lui a été refusé. Donc il s'est reclassé dans la banque que je vous ai signalé plus tôt. Mais grosso modo, ça fait quand même très capitalisme de connivence, c'est accord entre copains, retour de piston et partenariat avec des cabinets de conseil plus ou moins foireux. Mais bon, là-dessus, j'ai plus rien d'autre à ajouter, sachant que, encore une fois, je vous le dis et je vous le répète, on part du principe que la justice fait son boulot et jusqu'à preuve du contraire, ils sont innocents. Voilà.
Disons qu'encore une fois, faire des affaires, pourquoi pas, mais dans l'intérêt de qui, comment ça fonctionne exactement. Enfin, c'est une sorte de mafia d'État dont on ne sait si elle sert les intérêts vraiment de la France. Voilà. Excusez-moi, je me répète un peu, hein, mais il s'agit de bien connaître les enjeux. On ne peut pas. Ça crée une grande nébuleuse. On ne sait pas très bien ce qu'on va critiquer là-dedans. Oui. C'est pour ça que j'essaie de. C'est-à-dire que concrètement, il y a une confusion entre le service de l'État qui est censé être neutre et viser l'intérêt général et des intérêts particuliers. Ouais, c'est ça. Donc bon, je pense que là-dessus on a fait le tour. Je suis désolé si j'étais un peu confus, mais c'était assez dense. Ouais, parce que c'est très complexe. Ouais. On va passer maintenant au deuxième sujet, mesdames et messieurs. Le sujet que vous attendez tous, c'est la commission sur l'audiovisuel public. Alors là, on a eu affaire du grand Mendes. Je vous explique pourquoi. C'est-à-dire que un jour avant que le rapport et sa publication ne soient votés, Gabriel Attal a dit « Nous ne participerons pas à ce vote ». Donc concrètement, il espérait que ce soit planté parce que en se retirant, il faisait que littéralement tous les députés étaient considérés comme nuls au vote. Et ainsi, il y avait une plus forte possibilité que le rapport ne passe pas du fait des votes de la gauche, des écologistes et j'en passe. Le fait est, c'est que le rapport a quand même été voté. Et je tiens quand même à dire que, selon moi, ça a été l'une des rares commissions d'enquête qui a été à peu près bien tenue et qui a essayé de faire son travail depuis au moins, je vais dire, les commissions d'enquête sur les ventes de frégates à Taïwan au début des années 2000. C'est-à-dire que les gens ont expliqué que Charles Daloncle était quelqu'un d'agressif, méchant, insupportable, vicieux. Non, c'est qu'il vous posait des questions sur vos liens financiers, sur vos liens économiques, sur une potentielle coterie, sur des conflits d'intérêts. Ce qui a quand même été assez marrant, c'est de voir la réaction de pas mal de personnes qui ont été invitées, c'est-à-dire qu'on a eu des fois des contradictions absolument lunaires. Cas typique, Delphine Ernotte, lors de sa première audition, qui a dit telle personne s'est occupée du loto, parce que à l'oncle pensait que c'était un emploi fictif. Il convoque le type lui dit le lendemain non, je m'occupe pas du loto, je m'occupe de ça. Voilà, du Téléthon. Et je me suis dit, mais je lui dis, ça c'était juste au tout début de la commission, donc ça a commencé comme ça. Puis après, quand vous posez des questions à des gens, alors je ne citerai pas les noms parce que j'ai pas envie d'avoir de problème, quand vous avez un journaliste devant vous et qui vous commencez à dire oui, mais est-ce que le rapport de la Cour des comptes concernant la gestion financière de France Télévisions a été retardé dans sa publication pour permettre à Madame Dernotte d'être réélue et que la personne vous répond de manière autistique la Cour des comptes est indépendante, la Cour des comptes est indépendante 5 fois, alors que c'était pas la question. Je me suis vraiment dit que cet homme-là devait avoir un sacré bon psy pour pouvoir l'aider le soir quand il avait terminé avec toute cette bande de dingues. Parce que bon, ils n'ont pas voulu répondre, ils ont essayé de noyer le poisson, ils se contredisaient une fois sur deux à chaque fois, et j'en passais des meilleurs sur les problèmes de transparence. Agressif et arrogant, surtout pour Samuel et Pigasse et Nagui. Il y a eu ça. C'est-à-dire, non, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de traiter, c'est pas français ce que je veux dire, de traiter à longue d'extrême droite. Maintenant, c'est un truc qu'on utilise. Alors que finalement, ils sont un petit peu anti-parlementaires, ces gens, puisqu'ils ne supportent pas de devoir rendre des comptes. Donc, quelquefois, le fascisme, c'est quoi ? C'est quoi ? Il faut chaque fois redéfinir, puisqu'il a été traité de fasciste de tous les noms sur toute la commission. Et en quoi est-ce d'extrême droite que de vouloir que les comptes soient tenus, que l'audiovisuel public ne soit pas instrumentalisé par des groupes privés avec des passages alimentés, en tout cas, d'ailleurs, à part l'argent du contribuable, et de vouloir que l'audiovisuel public ne soit pas idéologisé. Et ça, en fait, c'est assez compliqué, très compliqué, la neutralité du service public quand même. Je pense que ça donne quand même, quand on a des régimes idéologisés, ça donne la Pravda en URSS et ça donne ce qu'on a aujourd'hui en France. C'est vrai que nous, on a connu un service public avant toutes les années 60, 70, 80, 90, même 2000, où comme la société était moins fragmentée, il y avait plus un consensus général et c'était donc moins idéologisé.
un service public de bonne facture, avec des émissions emblématiques, je sais pas, moi je pense au Dossier de l'écran, à Apostrophe, moins d'émissions politiques d'ailleurs, hein, des débats politiques pour les élections, mais finalement, bon, bah voilà, chacun débattait, mais donc voilà, la neutralité des services publics, c'est un petit peu un vœu pieux, mais en fait, c'est très, très compliqué à maintenir. Après, moi, ce qui me dérange quand même dans ces cas-là, c'est que la droite utilise ça, et peut-être à l'oncle aussi, pour demander la privatisation du service de l'audiovisuel public, ce qui n'est quand même pas le but, hein. Il s'agit de redresser l'audiovisuel public. Il ne s'agit pas de donner des gages à une droite libérale qui voudrait tout privatiser. Après, bon, il y a Laetitia Stroche-Bonnard dans le Figaro, qui est tout à fait libérale, qui se définit comme libérale conservatrice. Elle propose un service public plus réduit, mais plus exigeant, très recentré sur des productions de haute qualité, hein. C'est peut-être pas la peine que le service public donne l'espace à Nagui pour faire du karaoké, quoi. Voilà, si je puis me permettre, oui. C'est très drôle que vous parliez de Nagui, parce qu'en fait, il avait dit durant la commission d'enquête, oui, alors bon, je vous le parodie un peu, oui, je jure que mon entreprise vous enverra tous ses comptes et ses contrats de financement. Ils les ont, voilà, comme les 3/4 des types dans cette commission, hein, ce qui m'a fait mourir de rire. Oui, tout à fait. Alors, je termine juste sur Stroche-Bonnard. Elle a l'honnêteté, ce qui est malheureusement pas toujours le cas à gauche, de dire qu'il faudrait être tout aussi critique si l'audiovisuel se mettait à pencher à droite, si on avait des élections plus à droite l'année prochaine. Mais alors, ce qui est assez marrant, parce qu'on ne sait plus ce qu'on entend par gauche et par libéral, puisque la gauche anti-libérale considère que l'audiovisuel public est trop libéral. Et oui, dans une certaine manière, oui, puisqu'ils ne sont pas du tout anticapitalistes. Donc, ils sont peut-être pas, ils sont très libéraux plutôt sur l'aspect sociétal, mais ils sont pas anticapitalistes, donc ils sont plutôt libéraux, mais ils sont certainement pas conservateurs. Voilà, donc c'est une sorte de, comme dirait, de gauchisme culturel d'ambiance, comme dit Le Goff, avec des petites pointes, hein, parce que quand on compte le nombre de noirs, le nombre de LGBT dans une fiction, bon, voilà, ça devient... Mais bon, c'est le même problème en Angleterre avec la BBC, voilà, c'est un problème européen, peut-être surtout en Angleterre et en France, je ne sais pas en Allemagne comment ça se passe, mais voilà. Et je rappelle que Ernotte, dans sa défense à un moment, elle a quand même une phrase extraordinaire. Elle a dit non, mais c'est très important le service public, ce qu'on ne remet pas en question, hein, parce que c'est là aussi où on joue avec les mots et les concepts. On prétend que Allongue veut remettre en question le service public. Ben non, c'est faux. En fait, on voudrait justement l'aider à perdurer. S'il est moins corrompu financièrement, hein, parce qu'on peut parler rapidement des boîtes de prod qui vivent sur la bête, Media One, etc., le service public peut perdurer. Donc, mais on lui prête des procès d'intention. Voilà, je me suis éloignée de ce que je voulais dire. Vas-y, je reprendrai, parce que d'un coup, je ne sais plus où je voulais arriver. Parce que j'ai fait un instant, et puis je ne sais plus où j'ai perdu la route principale. Non, mais vous inquiétez pas, moi aussi, ça m'arrive de faire du hors-piste, mais plus sérieusement, en fait, pour cette commission-là, je suis désolé de le dire, hein, mais si vous aviez... Pour ceux qui veulent voir ce que c'est une vraie commission d'enquête parlementaire, vous tapez Mark Zuckerberg, Congrès des États-Unis, c'est très drôle en fait. L'un des types les plus riches de la planète arrive à la commission, il pose son petit cul sur la chaise, il est en costard tout serré, voilà, et vous sentez qu'il transpire beaucoup. Et en fait, à un moment, ils leur disent oui, bon, vous levez la main, vous jurez, blablabla. Et lui disent première question, est-ce que durant le cadre des élections présidentielles américaines, il y aurait eu des ingérences de votre part? Et là, vous voyez qu'il commence à transpirer beaucoup, il boit 3 fois un verre d'eau. Et puis ensuite, il commence à dire oui, la CIA, le FBI, on leur donnait des locaux et on leur a permis de filtrer. Pardon? Ouais. Voilà. Ouais, vous prenez l'autre exemple, Mark Zuckerberg se pointe à Bruxelles, devant le Parlement européen. Il était limite en t-shirt avec un chewing-gum. C'était limite s'il n'avait pas de pointer un député du doigt pour dire va me chercher un café. Bon, vous voyez un peu le problème. Déjà ça, parce que bon, ne pas répondre une fois, 2 fois, 3 fois, faut sanctionner parce que tu me fais perdre du temps.
Ensuite, au niveau des sanctions en cas de non-respect de la parole donnée en commission, je vous renvoie à Alexandre Benalla qui en fait avait menti ouvertement devant la commission il y a presque. Mais visiblement, en fait, le Parlement ne fait plus peur en France. C'est ça qui est un petit presque. peu... Non, mais c'est surtout que les sanctions sont pas appliquées. Alors qu'il fait davantage peur aux États-Unis, visiblement. Oui. Il n'y a pas d'application du parjure. Ouais. Donc, qui a été dit c'est intéressant ce que tu ajoutes, oui. C'est-à-dire qu'en fait, nous, en France, on a un rapport à la vérité totalement décomplexé. Hein, non, mais par exemple, je vais vous donner quelque chose d'assez simple. Vous avez eu le truc le plus caricatural, ça a été un journaliste. Putain, j'ai pas envie de citer les noms parce que je sens que c'est encore ça me retomber sur le museau. Mais littéralement, vous avez eu l'affaire Cohen-Legrand. Ils étaient infoutus de répondre à une question. C'était terrifiant. De bêtises. Et surtout de malhonnêteté, parce qu'à un moment, on leur a dit oui, machin, vous avez un prisme par rapport à l'extrême. Vous avez dit que c'était des fascistes. Et en fait, il dit non, j'ai pas dit que c'était des fascistes, j'ai dit que c'était d'ultra-droite. Donc, juste que je comprenne bien, je me mets dans la tête d'un pignouf lambda. Quand je dis extrême droite, vous entendez quoi? Moi, j'entends les nazis, les bottes, les types à moustache qui sont un peu teigneux, et des problèmes en Pologne, et des juifs qui disparaissent dans des chambres à gaz. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Et en fait, son argument, c'était de dire, oui, mais non, je les ai pas traités de nazis, j'ai traité d'extrême droite. Ok, d'accord. Ok. C'est un peu permanent ça a été ensuite, on a été harcelé. Attends, je fais des petites interventions. C'était le seul argument sur il y a Pigasse qui a parlé aussi de l'extrême droite. Ils ont tous eu cet argument quand ils n'arrivaient plus à s'en sortir. C'est-à-dire que moi, il faudrait me donner une définition claire pour une fois et s'y tenir. Mais bon. Deuxièmement, vous avez eu un autre problème qui a été le fameux « je cite des chiffres, mais que je ne comprends pas ». Cas typique, vous avez eu, je crois que c'était Niel Pigasse, et j'ai oublié le troisième, parce que bon, on oublie vite le nom des secrétaires, qui expliquait que, alors que c'était lui techniquement le vrai président de Media One, qui vous explique oui, mais non, voilà les données, on a des actions où on n'a pas de titre de participation, pas de droit de vote. Oui, je veux bien te croire, mais donne-moi les documents. Ça a été un peu ça la discussion. Et bon, les documents, je pense qu'il les a pas vus parce que j'ai pas eu le temps de lire le rapport d'Aloncle là-dessus. Vous avez eu Delphine Ernotte qui a fait quelque chose de génial que j'ai trouvé. C'est oui, regardez, on est en excédent budgétaire depuis 8 ans. Et là, en fait, elle lui dit, Aloncle lui dit, non, rapport de la Cour des comptes, déficit structurel sur votre mandat, on a fait moins 80 millions. Ouais, non, ils ont toujours essayé, ils avaient des éléments de langage, et puis en fait, comme ils n'étaient pas capables, ils ne connaissaient pas les chiffres, ils n'étaient pas capables de défendre. Non, mais c'est-à-dire que. Alors, je vous explique ça. C'est leurs éléments de langage. Attends, Bastien, j'ai aussi, Ernotte, un de ses arguments, c'était de nous faire peur avec la guerre. Vous savez, la guerre avec la Russie arrive en 2030, c'est acté, c'est sûr. C'est un de ses arguments de défense. Hein. Et donc, il va bien falloir que le service public perdure. On n'a pas parlé de couper le service public pour qu'on puisse avoir des généraux sur les plateaux. Et ça, c'était quand même magnifique. Il y a eu une histoire, ça m'a aussi fait marrer, c'était la fille de Ghassan Salamé, qui est mariée à Glusman. Là, son prénom, c'est quoi? Voilà, oui. Léa Salamé. Alors, j'ai trouvé ça génial. Moi, c'était le moment où elle a dit « Oui, j'ai rattaché mon émission à ma boîte de prod pour que ce ne soit pas copié en Russie. » Là, je me suis dit quand même, il y a du beau jeu. C'est-à-dire que là, je pense que si j'aurais été à la place d'Aloncle, j'aurais fait Kwakubé. Enfin bon. Non, mais littéralement, c'est-à-dire que grosso modo, tu vas me dire que vu que tu as ta boîte qui est rattachée à ton émission qu'à l'époque, en Russie, ils ne peuvent pas faire une émission où ils mettent une quadra mariée à un politicien, fille d'un oligarque libanais ou étranger, qui fait des émissions et des audiences en sous-payant des stagiaires pour lui faire des fiches de lecture. Ouais. Enfin, les arguments ne tenaient pas 2 minutes. Et puis, après, il y a eu l'aspect économique. Alors là, je vous garantis, moi, ça a été légendaire. C'est que quand vous avez une explication de Pigasse, de Niel, de Levan Kim, c'était lunaire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas les documents à l'appui. Il y a eu même des moments où j'ai trouvé ça génial. C'était avec Cohen, qui expliquait que non, on a trafiqué une image. J'ai pas dit que j'allais bousiller Dati durant la campagne à la municipale de Paris. Le problème, c'est que c'est un acte notarié. Et l'acte d'huissier, ce qui s'est passé, c'est que dans l'acte d'huissier, il y avait marqué que les coupures ne changeaient rien au sens de l'ensemble de l'enregistrement. Et puis après coup,
l'Incorrect a publié la vidéo qui montrait que, désolé, Cohen, échec et mat. Et lui s'est enfermé parce qu'il a fait des émissions pendant, je crois, 3 ou 4 jours où il faisait des références à ça en permanence. Oui, mais vous vous rendez compte, l'extrême droite, ils ont trafiqué, machin, c'est contre le journalisme. Ben non, c'est ce que vous faites tout le temps, donc je suis désolé, mais bon, il y a eu ça. Et puis ensuite, il y a eu la soi-disant non-politisation. Alors, je m'explique. Niel était plutôt dans un rapport revanchard. Oui, mais vous me posez des questions, c'est horrible, la démocratie, et j'en passe des meilleurs. Ok. À côté, il y a Pigasse qui parlait des valeurs de la République. Alors, je vais vous citer ce que Pigasse considère comme les valeurs de la République. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, Pigasse, Niel, c'est Media One. Media One qui est la tutelle de Together Media. Together Media qui fait toutes les émissions, c'est à vous, c'est ce soir, etc. Bon, c'est des heures et des heures sur le service public et c'est pour des contrats qui sont hallucinants. Mais je vais vous lire ce qui est pour Mathieu Pigasse, ancien socialiste, ancien rival d'Emmanuel Macron, les valeurs de la République. Alors déjà, plusieurs de ses proches... Voilà, plusieurs personnes qui sont proches de lui disent qu'il se prétend comme le gardien autoproclamé du monde libre. Oui. Bon, déjà... modestie. Voilà, donc Roosevelt en PLS. Selon lui, le groupe Media One, c'est Niel, Pierre-Antoine Capton et Mathieu Pigasse. Voilà, c'est Monsieur Capton que j'oubliais de citer depuis tout à l'heure. Alors pour lui, en fait, il y a un infernal MMT. Alors bon, au début, je me suis dit, je connais bien l'acronyme de MMT, mais c'est peut-être pas le même. Et en fait, c'est Milley, Musk, Trump. Ouais. Bon, ok. Ensuite, il a fait d'autres affirmations en disant qu'il veut mettre les médias qu'il contrôle au service de ses idées, ce qu'il a nié devant la commission. Enfin bon, bref, passons, on n'est pas à ça près. Ça, c'est un parjure. Hein. Bon, je vous dis ça. Donc ensuite, il a expliqué que, alors durant l'interview, est-ce que je travaille avec Vincent Bolloré ou avec des personnes proches de sa sphère d'influence? Il a dit jamais. Voilà. Bon, je vous dis que ça n'allait pas voler haut, mais bon. Et intellectuellement, hein. Les arguments de Pigasse pour décrire qu'il est de gauche. Donc ensuite, pour dire qu'il était politiquement républicain, je vais vous sortir Together Media qui lui appartient directement, il faut quand même être honnête. Alors c'est dirigé par Renaud Levan-Kim. Alors en fait, il assume publiquement mettre en avant dans ses émissions telles que C'est politique, c'est ce soir, En société, et tout ce que je peux vous sortir comme c'est quelque chose sur le service public, l'écologie, le féminisme, le droit des minorités. Il a même voulu lancer un Netflix woke qui était Brutix en 2021, qui s'est lamentablement planté vu qu'il était sur un marché concurrentiel qui n'était pas subventionné. Ensuite, il a sorti un reportage qui était l'affaire Lola, intitulé Chronique d'une récupération qui a été diffusé sur France 5 le 21 mai 2023. Bon, je vous laisse imaginer la ligne de ce truc-là. Et puis ensuite, concernant nos chers amis Niel et compagnie, ils ont été beaucoup en fait à faire des comités d'indépendance des médias qu'ils possèdent. Je vous renvoie vers le graphique qui avait été fait de tous les médias français et de qui les possède, qui étaient en fait soi-disant des comités indépendants. Je vous donne un exemple, il a donné 200 000 balles à Mediapart, à sa fondation, Niel. Et là, je cite le magazine Frontières, encore une fois, parce que moi, je cite mes sources, monsieur. Xavier Niel, en 2021, il crée le Fonds pour l'indépendance de la presse. Déjà, le nom, je me dis, c'est limite la Pravda, la vérité. Bon, je me dis, ok. Destiné à accueillir ses participations dans Le Monde et l'Obs. Le problème, c'est qu'on se rend compte qu'il s'agit surtout d'une opération marketing bien ficelée et qu'il reste maître du montage et de contrôle. Il nomme la majorité des administrateurs du fonds, peut les révoquer à tout moment et transmettre ce pouvoir à ses héritiers. Voilà, voilà. Donc, je pense que cette commission sur l'audiovisuel public, de manière générale, était nécessaire. Non pas parce que j'ai envie de foutre la moitié des fonctionnaires et des agents qui travaillent à France Télé au chômage, mais juste parce que vu que c'est de l'argent public, quoi couper, c'est moi qui paye. Donc, j'aimerais bien savoir où va le pognon. On a quand même découvert que le Festival de Cannes, au niveau de la production, valait 2,6 millions, que la demoiselle tout à fait respectable, je pense, qui faisait la présentation, était payée 60 000 balles la prestation pour même pas 3 heures, et que le discours avait été payé 30 000 balles. Alors, je me dis qu'honnêtement, les gars, ChatGPT, Grok, ça peut vous sortir un truc à peu près potable, et si vous voulez trouver quelqu'un d'à peu près joli, je suis sûr qu'une mannequin bas de gamme, ça vaut largement le coup.
Parce que, vu l'argent que vous avez balancé là-dedans, c'est de la perte sèche. C'est-à-dire que, littéralement, hormis engraisser des boîtes, même si elles font un travail, en plus, ces dites boîtes, comme celle de Nagui, n'ont pas voulu donner leur contrat, ni leur financement, ni les rémunérations. Bravo. Nagui a nié lui-même avoir été condamné par le tribunal de commerce dans les années 90, alors qu'il a été condamné. Enfin bref, je veux dire, cette commission a été la foire d'empoigne. Les gens disaient que c'était un complot d'extrême droite, mais moi j'ai surtout compris que ces types-là ne supportaient pas qu'on s'attaque à leur gestion interne des boîtes, alors qu'ils sont financés par de l'argent public, aux problèmes qui ont... Et pour ça, je vous dirais simplement, soit vous voulez la transparence, soit vous privatisez tout, mais il n'y a pas d'entre-deux. Hein. Surtout que le comble du comble, ça a été que le plus coopératif dans l'histoire, ça a été Bolloré. Je crois qu'ils l'ont convoqué deux fois, il était tranquille, pépère dans son siège, et il disait oui, il y a ça, oui, si vous voulez, je peux vous envoyer les documents. Et lui, par contre, de ce que j'ai cru comprendre, il les a envoyés. Voilà. Ouais. Oui, non, mais en fait, c'est une caste de personnes qui ne supportent pas de rendre des comptes, ils se sentent très supérieurs. L'idée que c'est quand même financé par les deniers publics, c'est un détail. Et en fait, c'est un système qui s'est boursouflé et qui n'a plus de cohérence identitaire, en fait. Qu'ils fassent des émissions qui gagnent beaucoup d'argent, très bien, tant mieux pour eux. Mais dans ces cas-là, qu'ils créent des chaînes, mais pas avec le service public. Et c'est là où il y a un problème, c'est qu'on voit bien que le service public s'est dévoyé et qu'il a prêté allégeance à ce qui est la force de l'époque, c'est la force de ces oligarques. Et c'est pas que les oligarques ne doivent pas exister, mais ils ne doivent pas exister ensemble, en fait. Et d'ailleurs, pour terminer, tu parlais tout à l'heure de Zuckerberg, qui était dans ses petits souliers devant le Sénat américain. Sénat, c'est ça? C'était le Sénat il me semble que c'était devant la commission d'enquête du Sénat américain. Zuckerberg était en sueur. Oui, d'accord. Et par contre, tu m'avais précisé qu'il est passé devant l'UE, je crois, dans une commission d'enquête aussi. Oui, il était... Non, c'était pas une commission d'enquête. Enfin, techniquement, c'est très cool, là. Techniquement, c'est pas une commission d'enquête, c'était il était devant le Parlement européen. Et en fait, là, c'était limite claquette chaussette et puis salut les potes. Alors que bon, si vous voulez vraiment voir un type transpirer, vous tapez Mark Zuckerberg, commission d'enquête, Sénat américain. Je vous garantis, hein, il avait de la flotte sur le visage tellement il transpirait. Je me suis dit, oula, ça va mal se mettre. Et le pire, c'est qu'il a craqué au bout de 2 minutes. Hein. C'était juste le temps de boire 3 verres d'eau et d'inspirer un grand coup. Parce que je pense qu'il s'est dit, 30 ans de tôle, dans une espèce de sous Guantanamo, sous une école du FBI ou de la CIA, ou dans une prison en Afghanistan, je me suis dit, ouais, entre ça et payer une amende, ouais, je vais payer l'amende quand même. Ouais. Non, mais bon, ouais. Encore une fois, hein, je ne dis pas que le travail de la commission d'enquête a été parfait, mais c'était entre Allon qui voulait poser juste des questions et je veux dire, où vient l'argent, qu'est-ce que vous en faites, quelles sont vos relations avec telle personne. Et à côté de ça, le président qui, dès qu'Allon commençait à poser 3 questions, le coupait ou essayait de défendre les audités, les auditionnés, enfin bref, les invités à la commission, je me suis dit quand même, on était vraiment sur la lune. Ouais. Enfin bref. Bon, voilà, on fait un petit tour d'horizon de l'ambiance de cette commission. Après, à l'oncle, oui, il a toutes les menaces qu'il a pu subir, les intimidations. Là, finalement, le rapport va être publié. C'était quasiment sûr qu'il ne se serait pas voté, mais finalement, quelques-uns se sont rappelés à la neutralité, en tout cas, de la commission normalement et à suivre les procédures institutionnelles, c'est-à-dire qu'un rapport de ce type, normalement, doit être publié sauf s'il pose de très très gros problèmes déontologiques, ce qui n'est quand même pas le cas là. Donc, en tout cas, quelques personnes qui avaient prévu de voter contre ont fini par voter oui, donc il est publié. Peut-être qu'ils se sont dit que ça ferait plus de vagues s'il n'était pas publié que s'il était publié. Je ne sais pas quel était le calcul. Mais en tout cas, ça sauve un petit peu, parce que sinon, je pense que ça aurait vraiment endommagé l'image du service public et des institutions. Noah a peut-être quelque chose à rajouter. C'est surtout que ce qui a été observé d'intéressant, donc au-delà des votes qu'on peut voir à l'écran, on remercie l'abstention du centre, hein, globalement, grâce à ce magnifique mouvement de Gabriel Attal, que l'entièreté de la gauche a voté contre. Alors, dans leur perspective, c'est une commission d'enquête à charge, donc ça peut se comprendre.
Mais comme l'ont souligné certains internautes, alors bon, ces internautes savent que ça vaut, mais normalement, si quelqu'un veut diffuser un rapport qui est truffé d'erreurs, malhonnête et mal ficelé, normalement, tu veux que celui-ci soit diffusé pour pouvoir le démonter ensuite et démontrer que tes adversaires sont nuls. Mmh. Là, bizarrement, ils voulaient que celui-ci ne soit pas diffusé. Alors, on a déjà eu un déni de démocratie et de transparence avec le rejet tout simplement de la pétition contre la loi Yadan qui a été enterrée avant même d'être discutée. Et là, bon, c'est pas tout à fait le même cas, mais on a enfin droit à quelque chose de positif et de montrer qu'il y a encore des institutions qui essayent de fonctionner tant bien que mal, ou du moins qu'il y a des personnes, on pense à Charles Aloncle, hein, qui essayent de faire fonctionner l'institution telle qu'elle devrait l'être. Oui, et puis ce que je veux ajouter, c'est que l'hypocrisie de la gauche sur ça, c'est qu'elle ne veut pas publier le rapport, soi-disant, pour protéger le service public. Alors qu'en fait, si elle voulait protéger le service public, elle ne cacherait pas les dérives du service public, qui sont en plus des dérives capitalistes, puisque beaucoup de dérives budgétaires, les suites à Cannes de Delphine Ernotte à près de 2 000 €, ça devrait déplaire à la gauche. Elle devrait vouloir préserver son service public en dénonçant les dérives et en essayant de redresser la situation. Non, tout ça ne dérange pas la gauche, en fait. C'est juste qu'il ne faut pas toucher à un état de fait, mais ce n'est pas très grave si cet état de fait n'est plus du tout ce qu'il était. Après, il y a aussi une autre chose qui, moi, m'a beaucoup fait rire, c'est qu'en fait, durant la commission a éclaté un autre scandale qui, en fait, tous les gens qui avaient vu les vidéos qui avaient été faites par la sphère Internet il y a plus de 10 ans étaient au courant. C'était les affaires du CNC Talent, où en fait, même un qui est un peu l'un des plus gros youtubeurs d'un point de vue historique, on a parlé, c'était le genre du grenier, où il avait dit qu'en fait, lui avait jamais participé à ces trucs-là, hormis pour des petits projets à la con. Mais il expliquait qu'en fait, c'est pas contrôlé, on peut surfacturer à mort et faire des factures par ses potes pour récupérer du blé. Enfin, c'est absolument lunaire, ce qui fait que C'est un peu le là, même système, oui. voilà. Le problème étant, c'est que idéologiquement, une personne qui oui. était votée en disant qu'elle ne votait que pour des projets idéologiquement conformes. C'était la streameuse Ultia qui a, grâce à elle justement, en ayant eu la langue bien pendue en direct sur Twitch, a fait fermer, a priori, hein, je crois que le CNC Talent a maintenant été supprimé par le président du CNC. Il y a eu des conséquences pour une fois. Et du coup, il y a beaucoup de youtubeurs de gauche qui s'en plaignent et qui pleurent sur ça. Bah, écoutez, il aurait peut-être mieux. Soyez qui, c'est toujours pareil. C'est très très gênant en fait de se plaindre de quelque chose alors que tu as fait en sorte que ça se. Les personnes qui bénéficient du CNC Talent ne sont pas nécessairement des personnes qui font des trucs pas nets avec l'argent, mais le fonctionnement du CNC Talent était quelque chose de, j'allais dire d'oligarchique. Non, c'est pas l'idée, mais du copinage véritablement, hein, tout comme Ultia l'avait dit, comme le joueur du grenier a pu en parler. Et comme c'était de notoriété publique, hein, il y avait déjà eu des cas avant à propos du CNC Talent. C'est juste que là, on avait eu la confirmation d'un membre interne qui s'est retrouvé pris les pieds dans le tapis, à se faire dégager du CNC Talent, et ensuite, face à la sauce, le CNC Talent a dû être dissous. Et du coup, il y a des gens qui pleurent. Et ben, peut-être qu'il faudrait voir à choisir mieux ses fréquentations et choisir les causes qu'on défend. Et voilà, exactement. Alors, peut-être avant de clore ce sujet, je voulais aussi rappeler une question qu'a beaucoup posée à l'oncle entre Xavier Niel et Pigasse aussi, je crois. Mais en tout cas, c'était sur l'implication dans Media One d'une société américaine, une compagnie américaine KKR, qui est une énorme multinationale américaine. Enfin, je ne sais pas exactement quelle identité elle a en termes de capitalisation, etc. Mais en tout cas, c'est une très grosse boîte américaine et elle est dans la capitalisation de Media One. Et en fait, Alonc cherchait à savoir l'implication en pourcentage au capital. Et il n'a jamais pu avoir une réponse à ça. Et là, on allait vers un volet plus politique, plus d'ingérence étrangère, dont on se repaît dès qu'il s'agit de la Russie, mais qui sont inexistantes dès qu'il s'agit des États-Unis. Et ça aussi, c'est un volet donc, qui a été très, très peu mentionné de l'enquête et qui a été très étouffé. Et, voilà.
c'est d'ailleurs sur intervention du président de la commission, hein, qui est un député de Horizon, que ce volet n'est pas allé plus loin. Parce qu'il a pris comme une accusation personnelle un propos de Charles Lalonque qu'il a complètement détourné de son sens, Ouais. où Ouais, il a choisi d'interpréter ça comme quoi Charles Lalonque, pardon, l'accusait d'avoir des conflits d'intérêts avec Media One. Ce qui n'était absolument pas ce que disait Charles Lalonque. Là, il suffit d'aller retrouver les discussions. Oui, ils sont très forts pour détourner la vraie question. Oui, non, mais là, c'est le président même de la commission. Et celui-ci a décidé de suspendre la séance. Ensuite, je ne sais pas comment ça a fini tout ça. Et à un moment, Xavier Niel aussi a dit que Media One n'était pas un média. Bon, j'avais envie de lui suggérer de changer le nom de sa boîte, parce que Media One n'est pas un média. Alors, en tant que tel, il a raison, mais factuellement, c'est foireux. Parce qu'en fait, c'est uniquement le média, l'audiovisuel, la production de contenu. Donc, je suis désolé, Pépère, en droit, tu as raison, dans les faits, tu as totalement tort. Oui, non, mais ils savent très bien. Juste deux remarques. Je précise juste avant que... Merci de ne pas aller harceler qui que ce soit par rapport à ce qui est dit, parce qu'en fait, que ce soit la streameuse ou que ce soit même les rapporteurs ou même des gens qui sont intervenus devant ces commissions, ils se sont fait retourner sur Internet et harceler. Et ça, honnêtement, à tous ceux qui l'ont pratiqué, vous êtes d'énormes merdes. Voilà. Bon, on passe au sujet suivant parce qu'on a passé beaucoup de temps sur la commission. Le sujet suivant, c'est Gallimard, mais pas tellement Gallimard. En fait, Boualem Sansal, en rentrant de son incarcération de plus d'une année en Algérie, a quitté Gallimard pour Grasset. Alors, je ne connais pas les détails. En tout cas, Gallimard s'en est vexé, ça c'est un peu normal. Est-ce que Gallimard a soutenu Boualem Sansal pendant son incarcération? Mais l'a-t-il peut-être soutenu un peu mollement? Bon, ça, je ne sais pas. Après, Grasset, donc son arrivée chez Grasset, qui fait partie du groupe... attendez, c'est pas l'inverse? Quoi? Attendez, il me semble que c'est l'inverse. Il me semble que c'est... aujourd'hui. Non, il a quitté Gallimard, il est chez Grasset. Et Grasset, en ce moment, est justement lâché... disons que Olivier Nora, le patron de Grasset, s'est fait dégager par l'affreux Bolloré. Là, évidemment, il y a une fronde de tous les auteurs Grasset qui se déclarent, qui déchirent leur contrat, d'ailleurs, sur les plateaux de ces politiques, sur les plateaux du service public, en disant qu'ils ne vont pas s'acoquiner avec l'extrême droite et que sa liberté... C'est un auteur qui disait qu'il n'allait pas laisser sa liberté d'expression s'acoquiner avec l'extrême droite. Or, bon, a priori, quand même, Bolloré a viré Olivier Nora parce que les chiffres sont très mauvais et que, alors que la maison a des résultats de plus en plus médiocres, il s'est augmenté son salaire annuel de 800 000 à plus d'1 million d'euros, ce qui, dans un contexte de crise de la maison et de crise de l'édition en général, n'est pas très élégant. Et voilà, donc il y a une sorte de crise, en effet, puisque tous ces auteurs très bien pensants de cette maison qui vivait son petit train de vie voilà, de maison d'édition de Paris 6e, près du Luxembourg, avec des auteurs qui fonctionnaient pour quelques-uns pas mal, mais beaucoup aussi très petit tirage. Hein. Les grands auteurs de la maison sont Virginie Despentes, BHL, voilà, pour citer quelques noms, là, j'en ai pas d'autres en tête, mais voilà. Et bon, tout ça, ça ne marchait pas très bien, évidemment. Alors, il y a voilà, cette dichotomie d'analyse. D'un côté, c'est parce que c'est l'extrême droite et qu'on veut chasser des auteurs de gauche, qui ne sont même pas de gauche, hein, c'est des auteurs très germano-pratins. Et de l'autre côté, un peu l'agonie, un petit peu la fin de course de ce type de... je ne m'exprime pas très bien, de ce type de monde de l'édition parisien qui, aujourd'hui, survit, mais ne convainc plus personne. Là-dedans, Boualem Sansal, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, je ne sais pas il n'a pas suivi cette fronde d'auteurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, vas-y. Et en tout cas, je sais qu'il est fustigé de ce côté-là par tout le monde.
Et après, je rajouterai, alors là, je te laisse continuer, mais je rajouterai quelque chose au sujet de Bolem Sansal. Simplement sur Bolem Sansal, enfin bon, déjà sur l'affaire avec la maison d'édition dont vous parliez, je veux juste dire une chose. Hein. Le Nora est en poste depuis quasiment 25 ans. Donc déjà, ça, c'est pas une bonne chose parce que dans ce genre de commerce, parce que oui, c'est du commerce, hein, sortez pas l'argument de la culture, son boulot, c'est de vendre des bouquins. Alors, Nora, son chiffre d'affaires. la famille, il vient de la famille Nora, hein, qui a produit en lui que Simon Nora et Pierre Nora. Donc, c'est une famille illustre du milieu de l'édition, d'historiens. Le fait est, c'est que concrètement, la vente de livres, c'est un commerce. Que deuxièmement, il faisait moins de chiffres. Que troisièmement, il augmentait. Et que quatrièmement, ça faisait plus de 25 piges qu'il était là. Alors, je suis désolé, même pour une raison sanitaire au sein de l'entreprise, c'est bien de faire tourner les postes de temps en temps. Deuxièmement, il y a eu sans doute l'argument du chiffre d'affaires et de sa rémunération. Et enfin, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs parmi ceux qui sont partis qui vont revenir plus tard et qui là en profitent pour passer sur les plateaux et se faire un peu de pub. Parce que bon, faut être honnête, hein, il y a quand même pas mal de vieux chevaux et de gens qui seront édités que pour des publics, soit de boomers entre guillemets, soit de gens qui aiment bien les livres à moitié ficelés sur des considérations vagues. Donc bon. Après, pour le vrai sujet, moi, qui me semble pertinent là-dedans, c'est Bolem Sansal. Tout le monde lui est tombé dessus juste parce qu'il a dit « je veux plus entendre parler de la France, je veux aller vivre tranquille ma vie quelque part et qu'on me foute la paix ». Bah, je pense qu'il a un peu raison parce que dès qu'il ouvre sa bouche, il s'en prend plein la tête par l'ensemble des médias français. On l'a laissé pourrir en Algérie pendant 1 an, alors que bon, je suis désolé, hein, mais c'est un pays à moitié rincé qui est un pays du tiers-monde. Donc, je vois pas pourquoi on l'a laissé pourrir 1 an là-bas alors qu'il avait des problèmes de santé et dans des conditions qui étaient tout bonnement indéfendables. Bref, encore une non-affaire et encore des gens qui vont faire de la mousse avec à peu près rien. Donc voilà. Non, mais évidemment, comme Bolem Sansal a construit son œuvre littéraire sur la critique de l'islamisme, c'est quelque chose, même chez les auteurs germano-pratins, qui est qui est très mal, qui met très très mal à l'aise. Il dit évidemment des choses qu'on ne peut pas dire en France, en tout cas dans tout ce milieu-là. Et c'est tout le paradoxe, c'est que c'est un homme qui a fait de la prison, qui est issu de l'immigration et qui est fustigé par tous ces auteurs qui, évidemment, sont pour l'immigration, sauf quand ces personnes issues de l'immigration tiennent un discours contraire à la doxa. Donc c'est tout le paradoxe. L'immigration, c'est bien tant qu'elle reste dans le système. Dès qu'elle-même souhaite sortir du système, elle devient d'extrême droite aussi. Donc, on l'accuse en effet de se rapprocher de l'extrême droite. Je pense qu'aussi on l'accuse moi j'ai constaté ça chez quelques souverainistes de gauche ou de droite qui sont de plus en plus anti-Israël pour des raisons qu'on peut comprendre, mais qui se radicalisent aussi énormément. Et rien que le fait que Bolem Sansal peut-être se rapproche d'Israël parce qu'à un moment il doit trouver des alliés, je ne connais pas très bien les liens de Sansal avec Israël, en tout cas il se trouve qu'il ne passe pas totalement ses journées à tenir des propos pro-Gaza ou anti-Israël. Je sais que même des gens qui sont de la sphère souverainiste de droite le fustigent. Et il se trouve vraiment entre plusieurs feux. Moi, je trouve que c'est une situation absolument atroce et absolument dégueulasse. Il s'est fait insulter pas uniquement par la gauche. Moi, j'ai entendu des intistes sur certaines chaînes YouTube que j'ai trouvé assez détestables et assez inquiétantes, je dirais même. Voilà, donc... Honnêtement, foutez-lui la paix, c'est un papy, il a 19 ans, je crois. Il veut qu'on lui foute la paix et vive tranquillement. Bon, c'est normal. Je vois pas le problème en tant que tel. Donc il dit lui-même qu'il aurait choisi de quitter Gallimard où il se sentait mal à l'aise, c'est son propos, une fois de retour en France. Je ne pouvais pas publier mon livre, dit-il, qui dénonce, c'est sur Public Sénat, je lis un témoignage, qui dénonce ma libération par la négociation, ce qui fait de moi un otage. Donc, bon, visiblement, en tout cas, ce récit de prison met mal à l'aise ces grands éditeurs. Même chez Grasset, je crois qu'Olivier Nora tardait un peu à sortir le livre. Donc voilà, c'est quand même... il n'est pas fustigé uniquement par l'extrême gauche, je veux
je dirais, très proche des milieux musulmans voire islamistes. Mais la fenêtre d'Overton de son ostracisme social est très, très, très large. Je trouve que... Et c'est assez inquiétant pour la France, je trouve. Il ne se trouve à peu près protégé que sur CNews. Vous voyez? Donc, c'est quand même... voilà. Inquiétant, encore une fois. La suite au prochain épisode. Voilà, et puis maintenant, quelques mots sur l'Iran, Bastien, même si, franchement... Bon, je vous la fais courte. Vous avez les tiers-mondistes, les occidentalistes, les pros, les anti, les neutres, qui brodent sur des informations qui sont contradictoires. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on essaye même si parfois on raconte des bêtises, ce qui est tout à fait normal, on essaye d'être à peu près factuel dans la revue de presse. Là, actuellement, certains disent que l'Iran est en train de mourir, d'autres qu'elle a gagné la guerre. Bon. Les seules choses dont on peut être à peu près certain, c'est que là, entre l'Iran et les États-Unis, c'est le jeu c'est le dernier qui fait le blocus qui gagne. Donc, blocus iranien sur le détroit d'Ormuz, mais blocus américain pour faire un blocus sur le détroit iranien. Bon, d'accord, je veux dire, amusez-vous bien. Par contre, entre-temps, ma facture d'essence, elle a pris 1 euro le litre. Donc, calmez-vous, s'il vous plaît. De l'autre côté, d'après ce que j'avais pu lire, les religieux sont un peu fait pousser du pouvoir. Et actuellement, c'est les gardiens de la révolution qui seraient en train d'un peu tenir la gigue. Et à côté de ça, les gens prêtent des propos à Trump ou des positions, soit parce qu'ils sont déçus, parce qu'il n'a pas fait les positions qu'ils ont pu comprendre de son discours, ou inversement, des gens qui deviennent très favorables à Trump et aux États-Unis parce qu'ils retrouvent une position néo-con. Ouais. Je résumerai simplement la situation par la dernière syllabe du terme néo-con. Ça me semble bien résumer le paysage auquel on assiste et j'ai pas d'autre chose à rajouter. En effet, la question est de savoir s'il a un plan secret et que tout ce bordel, en fait, est vraiment d'une intelligence redoutable, comme diraient certains, ou s'il a complètement vrillé. Bon, pour l'instant, je pense que c'est un petit peu aussi trop tôt pour arriver à commenter ça avec vraiment apporter quelque chose au débat. C'est vrai que l'automne, selon Jacques Sapir, le vrai choc inflationniste est pour l'automne. Puisqu'il n'y a pas seulement le problème aussi du pétrole, mais aussi de tout ce qui est engrais, de tout ce qui est pétrodépendant, donc l'engrais pour l'agriculture. Sachant que nous, on n'est plus très souverain sur la question agricole. Donc voilà, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent tomber en cascade. C'est pas Trump qui va nous protéger de ça, même si tous les droitards pensaient que Trump allait sauver l'Europe et la France. Voilà. Moi, je trouve juste que ces guerres sans fin, il faut aussi rappeler une guerre qu'on ne commande plus ces derniers temps, c'est celle de la guerre en Ukraine, qui a dépassé sa 4e année. Moi, je vois les 2 guerres mondiales ont duré que 4 ans. Alors évidemment, on peut après se dire qu'elles ont duré bien plus que ça, elles ont commencé bien avant. Enfin, en tout cas, les graines de la guerre ont commencé bien avant, mais la guerre réelle durait 4 ans et trouver une résolution. Moi, j'ai l'impression que là, on s'enfonce maintenant dans des guerres sans fin, parce qu'elles aussi, elles servent les intérêts économiques de certains, et je trouve que c'est assez suffocant. Après, ce sont peut-être aussi les prémices d'une guerre plus importante, puisque voilà, on a une guerre en Europe, une guerre au Proche-Orient, et que tout ça a des liens, bien sûr, puisque les alliés de l'Iran sont entre autres les Russes, les Chinois, mais aussi les Russes. Donc ça complexifie tout ça. Voilà. Peut-être Noah, tu veux ajouter quelque chose ? Non, pas particulièrement. La situation actuelle est une situation bloquée. Comme ça a été évoqué justement par Jacques Sapir, le pire est à venir si la situation ne se résorbe pas. Et même si elle ne se résorbe pas, on en voit déjà les conséquences. Mais il est probable que pour l'été, il y ait des rayons entiers en magasin qui soit voient leur prix, vont voir leur prix augmenter déjà, donc même les pâtes, le riz, les choses simples pour les gens dans la précarité ou ceux qui n'ont pas une grande variété culinaire. Et pour d'autres biens, donc
les rayons vont aussi probablement se vider. Alors, c'est pas un appel catastrophiste, tout ça en mode la société va s'effondrer. Non, c'est juste que, bah, sans les engrais, en fait, va y avoir des problèmes de production pour beaucoup d'agriculteurs, en France, mais aussi ailleurs. Et pour le coup, c'est pas que un souci de souveraineté agricole française, hein, c'est un souci de codépendance. Et c'est ça qui est beau dans, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, la paix par le doux commerce. Mais c'est les joies de la codépendance, de la mondialisation, où on est censé empêcher les guerres par les interdépendances. Sauf que s'il y en a certains qui n'ont pas de dépendance, ils peuvent taper dans les sacs, comprenez la métaphore, dans les sacs de ceux qui ont des dépendances là où eux n'en ont pas. Et du coup, c'est pas les frappeurs qui trinquent, mais ceux qui ont les sacs vulnérables. Morale de cette histoire, vive l'indépendance et la souveraineté. Oui. Très chers amis, je pense qu'on a tout dit, à moins que quelqu'un veuille rajouter quelque chose. C'était un plaisir de faire cette émission ce soir avec vous. Je remercie encore une fois Noah, Flavie et notre ami à la régie qui est inconnu, bien entendu. Et au mois prochain, pour la prochaine revue de presse, c'était la Revue Libre. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, au mois prochain. Bonne soirée.